Bonjour mesdames et messieurs, ici Manoa de Bande, bienvenue à votre émission Sur le plateau. Aujourd'hui à l'émission, j'aurai la chance d'accueillir notre journaliste Anne-Sophie Beaulieu qui va nous parler de la problématique liée à l'accessibilité des seringues dans les prisons. Nous allons aussi parler de l'objectif zéro déchet avec notre journaliste Sarah Brosseau, du code vestimentaire dans les écoles secondaires avec notre journaliste Alice Lamontagne. Nous allons également aborder les différents bénéfices des dons aux fondations d'hôpitaux avec notre journaliste Florence Dastou, de l'éducation à l'international avec notre journaliste Léa Gibson. Mais tout d'abord, j'ai avec moi notre journaliste Chloé Doucette qui va nous parler de la pénurie d'enseignants dans les écoles secondaires. Oui. Bienvenue Chloé. Merci. Alors, qu'est-ce que c'est concrètement la pénurie d'enseignants? La pénurie d'enseignants, dans le fond, c'est le fait que c'est de plus en plus difficile de trouver des professeurs pour enseigner dans les écoles. C'est dû au fait que la génération des baby boomers ont atteint l'âge de prendre leur retraite. Donc, ça crée un gros manque dans le milieu. Et aussi, c'est dû au fait que le métier d'enseignant, c'est un métier dévalorisé parce que les gens ils ont tendance à dire les profs, ils sont bien, ils ont 2 mois de vacances par année. Ils sont quand même payés, donc ça fait comme si que le métier était facile alors que ce n'est pas nécessairement le cas. Et quelle est la situation au niveau de la commission scolaire du Lac-Saint-Jean? Au niveau de la commission scolaire du Lac-Saint-Jean, selon Mme Morissette, qui est justement une commissaire là-bas, la situation n'est pas dramatique. Par contre, le manque se fait surtout sentir au niveau de la banque de suppléants. La commission, elle essaie quand même de donner de la visibilité pour la région pour essayer de faire venir les professeurs pour les encourager à venir enseigner ici. D'accord. Et est-ce qu'il y a un impact sur les élèves dû à cette pénurie? Oui, ça a un impact sur les élèves parce que les élèves, ils peuvent avoir un manque de matière parce que les enseignants, ils peuvent avoir un enseignant qui n'est pas nécessairement un enseignant de la matière qui enseigne. Très bien. Et ça fait que les élèves, ils peuvent avoir des problèmes d'apprentissage rendus là parce que l'enseignant n'est pas nécessairement à l'aise avec la matière. Donc, il n'est pas nécessairement apte à l'enseigner au complet, complètement. Aussi, il y a les écoles qui sont des fois forcées d'engager des professeurs directement aux études qui n'ont pas fini leur cours encore, donc qui n'ont pas encore nécessairement toutes les aptitudes non plus pour enseigner comme il faut. D'accord. Et qu'est-ce qui est à l'origine de ce manque de professeurs? C'est surtout qu'avant, il y avait trop d'enseignants, donc ça fait qu'il y a beaucoup de personnes qui n'étaient pas sûres d'avoir un travail, puis ça a créé une insécurité. Merci beaucoup, Chloé. Nous sommes de retour avec notre journaliste Léa Gibson qui va nous parler de l'éducation à l'international à travers le portrait de Thomas Perrin. Mais qui est Thomas Perrin? Donc, Thomas Perrin est un étudiant français âgé de 18 ans et depuis maintenant 3 ans, il voyage pour ses études à l'étranger et il a témoigné de son séjour pour nous. Et quel pays il a visité jusqu'à présent? Lorsqu'il s'agissait des études à l'international, il en a visité 3. Donc, étant français, il a eu le diplôme du brevet national. Ensuite, il a eu le baccalauréat français. D'accord. Ensuite, il a déménagé en Martinique où il a fait un baccalauréat scientifique, donc un SI, qui signifie Sciences de l'ingénieur. Et par la suite, son dernier déménagement a été au Québec pour une technique en communication dans les médias. J'imagine qu'il a eu certaines difficultés lors de son déménagement. Oui. Donc, avec le déménagement vient le changement. Donc, il a dû s'adapter à une toute nouvelle culture parce qu'en discutant avec d'autres personnes, il a réalisé qu'il n'avait pas les mêmes références culturelles. Donc, de son côté, il ne pouvait pas comprendre tout ce que les autres disaient autour de lui. Et par la suite, les gens ne comprenaient pas non plus ce que lui, il disait complètement. Aussi, il y a un côté familial, mais ses parents se doutaient déjà de l'intérêt de leur fils pour le Québec. Donc, le déménagement s'est fait quand même avec succès. Et selon lui, c'est quoi le plus grand point positif à déménager pour aller vivre d'un pays vers un autre? Ce que Thomas m'a dit, c'est qu'il a vraiment apprécié améliorer sa connaissance générale parce qu'il est resté assez longtemps dans chaque pays pour vraiment s'imprégner de la culture et ça l'a grandement aidé. Et selon lui, toujours, quel serait le profil idéal d'un étudiant qui décide de partir à l'étranger? Selon Thomas, il faut être curieux, assoiffé de découvertes parce que quand on arrive dans un autre pays, il faut vraiment adopter un nouveau style de vie. Aussi, il a vraiment beaucoup insisté sur le fait qu'il va être une personne extravertie parce que quelqu'un qui déménage dans un nouvel endroit, mais qui reste dans ses petites affaires, il reste à côté de quelque chose d'essentiel qui est l'école, une école gratuite qui est celle de la vie. Eh bien, merci beaucoup, Léa. Merci.
J'ai avec moi Florence Dastou. Bonjour Florence. Bonjour, Manoa. Elle va nous parler donc des bénéfices aux dons aux fondations d'hôpitaux. Alors, est-ce que tu pourrais nous dire quel est le projet de Jade Gagnon, une étudiante en 5e secondaire? Oui, donc Jade Gagnon écrit présentement un livret informatif sur les fondations qui viennent en aide aux enfants malades et à leurs familles. Son but avec ça, c'est de sensibiliser les jeunes de 13 à 17 ans sur l'importance de donner aux fondations, sur la mission des fondations, pourquoi les fondations sont importantes et quel est leur rôle dans notre société. Et depuis quand elle travaille sur ce projet-là? Elle travaille sur son projet depuis le début de l'année scolaire, donc depuis septembre. Elle a fait de la recherche d'informations de septembre à novembre, puis présentement, elle fait de la rédaction. Puis son projet devrait être terminé d'ici la fin janvier. Et comment elle fait justement pour trouver l'information qui va lui permettre de composer son livret? Elle va sur les sites Internet des fondations qu'elle avait repérés avant son projet. Elle fait aussi des entrevues avec les responsables d'organismes comme des porte-paroles ou vraiment les responsables. Puis, en faisant les entrevues, elle peut avoir des informations beaucoup plus directes à ses questions. Puis, elle recueille aussi des témoignages pour pouvoir mieux informer ses lecteurs. Mais qu'est-ce qui l'a poussée en fait à se lancer dans ce gros projet? Dans le fond, elle est au programme d'éducation internationale. Donc, à la fin de nos 5 années, elle doit faire un projet de synthèse que tous les étudiants doivent faire. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'elle le fait. Puis aussi, elle a choisi ce sujet-là parce que lorsqu'elle était jeune, elle a souvent été hospitalisée parce qu'elle était malade. Puis elle a vu tous les bénéfices des fondations qui peuvent aider les proches et même les enfants. Puis dans les hôpitaux, souvent, les fondations comme Opération Enfant Soleil ou Rêve d'enfant fournissent des machines ou même des chambres. Puis ça permet à l'enfant de mieux se rétablir. Puis aussi, il y a du soutien aux parents. Comme ça, les enfants peuvent vraiment se rétablir dans un milieu où les parents ne sont pas épuisés. Et est-ce qu'elle prévoit de faire d'autres actions pour aider les associations, justement? Elle aimerait faire une journée pour ramasser des fonds dans son école. Puis, on va voir ce que ça donne. D'accord. Merci beaucoup. Merci à toi. Nous sommes de retour à l'émission Sur le plateau en compagnie de notre journaliste Alice Lamontagne. Alors Alice, est-ce que tu peux nous raconter qu'est-ce qui s'est passé le 11 octobre dernier dans l'école secondaire d'Oka? Oui, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le directeur a fait une intervention à l'intercom comme quoi les enseignants devaient vérifier la tenue vestimentaire de tous les élèves. Puis eux qui ne le respectaient pas étaient envoyés à la cafétéria et s'il n'y avait pas de linge pour se changer, ils étaient retournés chez eux. Et comment est-ce que tu as appris la nouvelle? En fait, j'ai fréquenté cette école et j'ai une amie qui est 1 an plus jeune que moi et qui va encore là. Et en fait, elle a fait un post sur Facebook comme quoi, comment elle s'est sentie, qu'est-ce qui s'est passé, puis qu'est-ce qu'elle a fait suite à ça. En plus, j'imagine que le post Facebook a su faire réagir la communauté. Oui, vraiment beaucoup. En fait, il y a eu au-dessus de 138 partages, 322 likes et 73 commentaires. Ça a vraiment fait un gros éclat du côté de Samuel, vu qu'elle ne s'entendait pas à ça. Il y a eu beaucoup de réponses à son post. Elle a eu beaucoup d'écrits personnels comme quoi il trouvait ça vraiment important ce qu'elle a fait et qu'il la remerciait d'avoir fait ça. Et est-ce qu'il est possible de retirer le code vestimentaire dans les écoles secondaires, justement? Oui, c'est possible, mais c'est vraiment difficile. En fait, il faut passer par le conseil d'établissement de la commission scolaire et faire plusieurs demandes. Ça prend des années, les démarches pour le faire. Et en plus, c'est pas quelque chose qu'elle souhaite retirer, c'est quelque chose, en fait, qu'elle veut juste atténuer. Et est-ce que Samuel a eu des conséquences positives ou négatives au sein de son école suite à cet acte? Oui, elle a eu des conséquences positives. En fait, la directeur et la direction ont vraiment été très compréhensifs et ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour respecter le code tout en étant respectueux envers les élèves. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Alice. Merci. Nous accueillons maintenant Sarah Brosseau. Bonjour Sarah. Bonjour. Alors, tu vas nous parler de l'objectif zéro déchet. Oui, j'ai eu la chance de m'entretenir avec la présidente de l'Association québécoise Zéro Déchet, Élodie Briand. Et c'est quoi concrètement l'objectif? Elle m'explique que c'est la volonté de réduire à la source le nombre de ces déchets, donc de repenser la manière dont on consomme pour qu'à la fin, on n'ait pas généré de déchets. Et pourquoi est-ce qu'il faudrait adopter ce genre de mode de vie? Parce que le plastique est un des pires pollueurs de la planète. Il contamine les nappes phréatiques, les sols et les espaces marins. Puis elle me raconte qu'un bon moyen pour venir en aide aux problèmes climatiques est de réduire le nombre de déchets. Et aussi, ça permet un impact immédiat dans l'environnement des personnes, contrairement à des
version qui pourrait être un peu plus longue et avoir des résultats. Par exemple, en une semaine d'épicerie, changer la manière dont on la fait, comme apporter ses propres sacs d'épicerie. Déjà, ça diminue d'emblée le volume d'emballage. Mais bon, j'imagine quand même que ça doit être plus compliqué de vivre à travers ce mode de vie. Pas du tout. Il suffit d'avoir de la volonté et de l'organisation pour arriver à déconstruire les habitudes de vie qu'on s'est fondées. Elle m'explique qu'il n'est pas question de tout changer la façon de vivre, mais d'y aller un geste à la fois avec ce que les gens sont capables de faire. C'est les petits gestes simples qui font changer les choses, comme apporter sa tasse à café ou ses propres ustensiles au travail. Et est-ce que les gens sont de plus en plus réceptifs face à ce mode de vie, justement? Oui, complètement. Elle m'explique que la population est de plus en plus réceptive face à ce mode de vie. Elle veut réduire son empreinte environnementale, elle a envie de changer les choses et plusieurs projets ou demandes ont lieu. On peut penser au compost qui est un bon moyen pour réduire les déchets et plusieurs personnes luttent pour avoir des bacs à compost dans leur ville. Aussi, elle m'informe qu'on retrouve plusieurs groupes Facebook de différents groupes de zéro déchet selon les différentes villes et des centaines de personnes y sont membres. D'accord. Et est-ce que tu pourrais me donner quelques exemples rapidement des différentes actions qu'on pourrait faire au quotidien? Oui, apporter sa gourde d'eau, utiliser des tampons démaquillants lavables, réutilisables. D'accord, très bien. Eh bien, merci beaucoup. Merci à toi. Et nous sommes de retour à l'émission Sur le plateau en compagnie de notre journaliste Anne-Sophie Beaulieu. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour. Alors, qu'est-ce que le programme d'échange de seringues dans les prisons? En gros, c'est un programme qui va donner accès aux détenus à un petit compartiment en métal où est-ce qu'il va avoir une seringue et une coupole en métal à l'intérieur. Justin Trudeau nous affirme qu'il veut mettre ce programme-là en place pour que les détenus puissent se piquer, donc se droguer, de façon plus sécuritaire avec des seringues propres. D'accord. Et pourquoi est-ce que les officiers correctionnels considèrent ce programme comme étant dangereux pour leur personne, pour leur vie? Sophie Beaulieu, une agente correctionnelle d'une prison fédérale maximale à Donnacona, nous explique pourquoi. Elle explique que pour elle et ses collègues, c'est vraiment dangereux parce que les détenus peuvent mettre de leur propre sang dans les seringues. Souvent, leur sang va être contaminé par plusieurs sortes d'hépatites ou le sida. Et ils vont aller leur piquer dans le bras ou, lorsqu'ils font une fouille, ils peuvent se piquer le bout du doigt sur la seringue. Donc, ils peuvent attraper la maladie. Ça devient vraiment dangereux pour leur propre santé. En plus, j'imagine que déjà la profession en tant que telle est déjà bien risquée. Oui, encore une fois, comme Sophie Beaulieu nous l'explique, c'est que durant ces temps-ci, il y a beaucoup plus d'agressions contre les officiers, entre les détenus. Donc, les détenus vont se battre entre eux, mais souvent, quand la situation est trop urgente, les officiers correctionnels vont devoir gazer, mais ils n'auront pas le temps de mettre leur équipement. Donc, le gaz va être sur eux aussi. Ça devient vraiment très dangereux pour eux ces temps-ci. Et toujours selon Sophie Beaulieu, est-ce que ce programme d'échange de seringues dans les prisons risque d'augmenter la consommation de drogue chez les détenus? Elle pense vraiment que oui, et ses collègues aussi. Et il pense aussi que ça envoie un double message. Le gouvernement envoie un double message à tous les détenus et les officiers correctionnels parce que c'est vraiment qu'ils mettent des millions de dollars pour pouvoir ne pas entrer des drogues dans les prisons. Pourtant, ils leur donnent des seringues pour qu'ils puissent se droguer. Fait qu'on dirait vraiment que c'est un double message. Très bien. Merci beaucoup, Anne-Sophie Beaulieu. Je remercie également nos journalistes Chloé Doucette, Alice Lamontagne, Léa Gibson, Sarah Brosso, ainsi que Florence Dastou. Merci à vous d'avoir été parmi nous durant cette émission Sur le plateau. On se revoit pour une nouvelle édition de votre magazine Sur le plateau. Très belle fin de journée.